Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons un peu parler d'histoire. Oui, de temps en temps je fais des vidéos d'histoire et vu que la dernière a plutôt bien fonctionné sur le D-Day, nous allons nous intéresser à l'armée française en 1939. Enfin, plus précisément le matériel dont elle est dotée ainsi que son industrie. Allez, c'est parti! Ce n'est pas que le matériel moderne manque à l'armée française de 1940. Elle en a reçu, et en masse, grâce à une industrie redevenue performante en 1939. Mais ou bien les armes ne sont pas conçues pour la bonne guerre, ou bien l'armée ne sait pas les intégrer. Rien ne trahit mieux ces handicaps que la situation catastrophique de l'aviation. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout le tour de l'armée française. Cette guerre accélérée, il lui fallait naturellement son matériel. Les Allemands se l'étaient donné, la France non, ou du moins pas en suffisance. On l'a dit et redit, nous n'avons pas eu assez de chars, pas assez d'avions, pas assez de camions, de motos ou de tracteurs, et par là, nous avons été empêchés, dès le principe, de mener les opérations comme il eût convenu de le faire. Celui qui décrit ainsi à l'automne 1940 l'étrange défaite n'est pas un de ces généraux vaincus, désireux de se disculper. C'est l'historien Marc Bloch, futur pilier de la résistance lyonnaise. Ses paroles font écho aux lamentations du général Gamelin ou à celles de Pétain. Mais après avoir avalé, comme tous les Français, les explications de Vichy sur la défaite, l'historien qui a vécu la débâcle comme capitaine d'un service de ravitaillement en carburant a des doutes. Je me rends compte aujourd'hui que ce matériel, certainement suffisant, ne manquait cependant point autant qu'on l'a dit. Il manquait sur le front, mais nous avions à l'arrière des chars immobilisés dans les magasins et des avions qui ne volèrent jamais. Comme l'a fort bien senti Marc Bloch, en effet, la problématique de l'équipement de l'armée française en 1940 dépasse largement le cadre de la seule production. Si en effet la quantité de matériel seul importé, l'armée rouge n'aurait fait qu'une bouchée de la Wehrmacht en 1941. Il ne suffit pas de fabriquer des armes, encore faut-il qu'elles soient accordées aux besoins et correctement distribuées. Or, c'est là que le bât blesse. Face au péril de la guerre, l'industrie française et le gouvernement ne sont pourtant pas restés les bras croisés. Tout au long des années 30 et plus particulièrement à partir de 1935, le risque d'un conflit armé avec l'Allemagne a été attentivement envisagé, beaucoup plus et mieux préparé que le premier conflit mondial. Alors certes, le décollage a été lent, mais en Allemagne aussi. Je vais faire une petite parenthèse justement par rapport à l'armée allemande, puisque contrairement à une idée reçue, mais largement admise, la montée en puissance de l'industrie de guerre allemande n'a pas été aussi rapide qu'on a bien voulu le dire et l'affirmer. Lancé en octobre 1934, l'effort est au début timide et chaotique, alors que la Wehrmacht n'a absolument rien, ni armes légères, ni artillerie, ni blindés, ni avions, et presque pas de navires. Le résultat est donc très contrasté. Si le choix technique dès mars 1936 du Messerschmitt Bf-109 comme chasseur monoplace unique et judicieux, la production est très insuffisante et le restera jusqu'en 1943. Il en va d'ailleurs de même pour la production de bombardiers. La situation est encore plus précaire côté blindés. C'est le concept d'unité interarmes mécanisée qui fait le succès des Panzer-Divisions de 1940, pas leur matériel blindé, composé à 57% de Panzer I et Panzer II. Le char moyen, le Panzer III, est prometteur, mais sa mise au point s'éternise de 1934 à 1939, de sorte qu'il ne compose que 13,5% des engins en ligne au 10 mai 1940. Étouffé par une production insuffisante, la Wehrmacht en expansion avale d'un bol d'air inespéré en mettant la main sur les armes, 1000 pièces d'artillerie, 1400 antichars et 250 chars et les chaînes de production tchèques. Comme le note Philippe Garot, un affrontement en mars 1938 associant Paris et Prague contre Berlin n'aurait pas forcément tourné mal. Bref, revenons à la France. En dépit de ce que soutiennent les accusateurs, des efforts financiers considérables sont consentis après 1936, dans la foulée des réductions validées en 1934 par un ministre nommé Pétain. Les ministres du Front populaire, Blum, Auriol, Daladier, accordent plus de moyens aux armées que les états-majors n'en demandaient,
une première dans les annales de la République française. Donc non, le Front populaire n'a pas coupé dans le budget de l'armée, bien au contraire. De l'argent donc, il y en a. Jamais l'armée n'a été privée de moyens comme elle s'en est plainte. Reste maintenant à savoir ce que l'on en fait. L'armée n'a pas trop déploré le manque d'armes légères et d'appui. Elle dispose ainsi de 10 000 excellents mortiers Brandt de 60 et 81 mm contre 6 800 en face. Avantage tricolore également dans l'artillerie de campagne, clé de la bataille de conduite. 9 300 pièces, 75 et 105 mm essentiellement, contre 8 600, 600 pièces lourdes contre 150. Donc avantage toujours côté français. On s'est en revanche plaint du manque d'armes anti-chars. Pourtant, en conformité avec la doctrine défensive, les usines ont sorti 6000 pièces de 25 mm, 12 par régiment d'infanterie, et 1155 de l'excellent 47 mm SA-37. S'y ajoute 500 pièces en casse-mat et la possibilité d'utiliser les 75 mm en tir tendu. Ces vieux canons conservent un punch considérable en 1940 et fourniront encore de fiers services à Bir Hakeim en 1942. Ce qui dans l'ensemble fait aussi bien que l'anémique 37 mm allemand, voire même mieux. Tout cela est-il immobile? Point du tout. L'armée compte 7 divisions d'infanterie motorisées et 400 000 véhicules, pratiquement autant que dans le camp adverse, sans notoire différence de qualité, mais avec des modèles plus disparates, grand drame de la production française. C'est vrai, une large partie de l'armée est hippomobile. On a réquisitionné 400 000 chevaux, mais c'est aussi le cas de la Wehrmacht et pendant toute la guerre. Alors je fais une petite parenthèse sur le budget puisqu'il faut savoir que le budget consenti de 1934 à 1939 a été considérable. En effet, la France a accompli un effort militaire proportionné à celui de l'Allemagne, avec un seul gros décalage enregistré en 1938, année cruciale il est vrai. Le progrès français de 1938 à 1939 n'est que plus spectaculaire. Les dépenses font plus que tripler, passant de 29 à 88 milliards de francs. Mais attention, les économies n'ont pas la même taille. Il faut savoir qu'en 1939, le PIB de l'Allemagne est près du double de celui de la France. Maintenant, nous allons attaquer le dossier des blindés, qui est un sujet épineux, mais pas en raison d'un déficit de production. Vide en juin 1936, le parc français frise les 4000 chars début mai 1940, non compris quelques centaines de vieux Renault FT, dont un tiers, parmi ces 4000, de moyens et lourds. La Panzerwaffe, donc l'armée blindée allemande, elle totalise 3465 engins, dont 20% de modèles moyens et lourds, le Panzer III et Panzer IV, et 7% de Panzer 38, tchèque, moderne, tout le reste étant des modèles légers obsolètes. Alors tous les engins ne sont pas au front. Gamelin va alors lister 2832 chars modernes en ligne. Mais chez les Allemands non plus, dont les Panzer Division à l'Est groupent 2582 chars, dont d'un côté 2008, de l'autre pratiquement 2005. Les chiffres varient certes selon les sources, mais nulle part ils ne font apparaître une supériorité numérique allemande. L'Allemagne a moins produit que la France. S'il parvient à une certaine parité, c'est grâce à l'appoint des chaînes de construction tchèques saisies en 1938. La supériorité numérique allemande est un vieux mythe, renforcé par les chiffres délibérément gonflés par le deuxième bureau du GQG que les généraux vaincus ont été tout heureux de ressortir pour leur défense sans y avoir cru avant la bataille. On fera peut-être une autre vidéo sur les services de renseignement français qui sont plus ou moins aussi une conséquence de la défaite de 1940. C'est un petit peu compliqué, nous y reviendrons sans doute. En fait, la véritable source d'infériorité française se joue dans la distribution des engins, encore que l'on soit très loin des fameux 3 paquets de 1000 chars contre 1000 paquets de 3. Conformément à sa stratégie défensive qui doit la porter loin en Belgique, l'armée française s'est dotée d'une épée blindée constituée en mai 1940 de 3 DLM de cavalerie plus une 4e en formation. Ce sont elles qui regroupent les Somua, les meilleurs chars français. Parallèlement, l'armée dispose de 3 DCR voués à accompagner l'infanterie et regroupant pour la plupart les chars lourds. Le reste est de ce fait saupoudré en bataillons de 15 à 45 chars de soutien à l'infanterie.
en mai 1940, l'armée n'en cumule pas moins de 6 grandes unités blindées, plus 2 autres en formation, de 2 types, encadrant 1 millier de chars contre 10 Panzer divisions homogènes, encadrant 2582 chars. Il faut par ailleurs noter un décalage non négligeable entre le nombre de chars produits et ceux qui sont effectivement au front. On peut noter ainsi que 245 R-35 sont exportés, dont 100 en Turquie, et près de 300 chars modernes sont envoyés en Afrique du Nord et au Levant, où ils serviront contre la France libre d'ailleurs en 1941. Avant la bataille, signe que les ressources étaient jugées suffisantes pour le commandement. Enfin, il semble que plusieurs centaines d'engins n'aient jamais quitté les dépôts, soit par l'incapacité de l'armée à les intégrer, surtout dans le chaos qui suit le 15 mai, soit par défaut d'un certain nombre de pièces. Ces chars seront capturés intacts et serviront aux Allemands. Alors, posons-nous une question, est-ce que plus de chars auraient-ils changé l'issue des combats? On peut sérieusement en douter. Non seulement la tactique est défaillante, mais les engins eux-mêmes, y compris les plus modernes, résultent de concepts erronés. Les chars des DCR sont bien protégés, mais lents et manquent d'autonomie, handicap aggravé par une méthode de ravitaillement en essence totalement déficiente, par exemple avec les B1 bis. Le sous-équipement en radio, dans un pays pourtant à la pointe de la technologie, empêche de coordonner le mouvement et rend les unités statiques et vulnérables aux manœuvres de flanc. Enfin, tous les modèles sont dotés de tourelles monoplaces où le chef de char, également pointeur et tireur, est totalement débordé, alors que les rôles sont répartis entre 3 occupants dans les Panzer III et IV. Ce choix, très lourd de conséquences au combat, s'explique en partie par le souci de l'armée de réduire les équipages à cause du manque d'effectifs, tout en mobilisant malgré tout des centaines d'équipages pour les bataillons de Renault FT. Cela se passe de commentaires. Maintenant, nous allons nous attaquer à la DCA qui sera elle aussi le parent pauvre de l'armée. Le double problème de la mise à disposition des forces et de l'inadéquation technologique se révèle plus notable encore dans la DCA, complètement négligée jusqu'au milieu des années 30, puisque les Allemands n'ont pas d'avion, et pour laquelle un plan d'urgence de 940 millions de francs est décidé. Mais ce sera le 2 mai 1938, après avoir médité trop longuement les leçons de la guerre d'Espagne. Les chiffres varient énormément selon les sources. Lors du procès des généraux, l'accusation fait état de 1450 pièces légères. Daladier en évoque 3700. Mais le nombre importe autant que l'ubuesque complexité du système. L'armée de terre, de l'air et de la marine font cohabiter 2 mitrailleuses de 7,5 et 13,2 mm et 8 grands types de canons, 20, 25, 37, 40, 75, 90, 94 et 105. Les 3 derniers seront à quelques dizaines d'exemplaires. Ce cauchemar d'approvisionnement va dépendre d'un personnel majoritairement réserviste, mal entraîné et en total sous-nombre. Les transmissions passent par le téléphone des PTT et la détection électronique est à peine embryonnaire. En dépit de recherches entreprises dès 1927 d'une mission de découverte des radars britanniques en avril 1939, les travaux, eux, français, ne commenceront qu'en mars 1940. L'inefficacité se lit dans le bilan des combats. Les Allemands attribuent à la DCA 7,3% de leurs pertes, soit 94 avions. L'état de la DCA n'est pas brillant, certes, mais le déficit aurait pu être surmonté rapidement car les pièces commençaient à arriver. La situation de l'armée de l'air, en revanche, est infiniment plus préoccupante. Arme technologique par excellence, l'aviation paye au prix fort tous les handicaps. Le premier, et pas le moindre, est d'ordre doctrinal. Ça, je vous le redis régulièrement sur la chaîne, la doctrine d'emploi est importante. Il faut savoir que le haut commandement français ne croit absolument pas à l'aviation. Pour cela, je vais vous citer Gamelin, qui dit « L'aviation ne jouera pas dans la prochaine guerre le rôle que certains chroniqueurs militaires prévoient pour elle. » Or, cette maxime est destinée du coup au général de Gaulle. L'aviation sera très vite arrêtée dans son essor par l'usure du matériel et surtout par l'usure du personnel. L'aviation, dans la prochaine guerre, sera un feu de paille.
Alors ce manque de foi justifie le sous-investissement et explique l'appareil de production en lambeaux auquel on demande en 1934 de fabriquer des appareils au concept douteux comme les BCR, engins à tout mal faire. Le résultat de cela est que l'effort réellement engagé à partir de 1934 patine et aboutit à une catastrophe pour les forces de bombardement. L'armée de l'air paye là son désintérêt pour l'attaque au sol en général et le bombardement en piqué en particulier. De ce côté-là, pas de doute, la France est notoirement sous-équipée. Elle n'a au 10 mai 1940 que 413 bombardiers périmés comme le MB-210, l'Amiot 143 et le Farman 220, ou au contraire pas encore au point comme l'Amiot 354 ou l'Olivier 451. L'aviation d'assaut se limite, elle, à 25 Breguet 693, seulement 25. C'est une des lacunes perceptibles que le gouvernement tente de compenser en septembre 1938 en achetant aux États-Unis 1200 avions d'assaut et 700 bombardiers. 4426 avions seront commandés, dont 980 livrés en tout à la date du 1er juin 1940, ce qui donne une idée de la prise de conscience. Mais il sera bien trop tard. Pour la chasse, principal objet des critiques, il en va comme pour les chars. L'infériorité numérique fustigée par Pétain ne résiste pas à l'examen de la production. On peut même dire que dans ce secteur, l'aéronautique française, tout en traînant loin derrière les objectifs fixés par les ambitieux plans gouvernementaux, ne démérite pas. Elle produit en effet, au 10 mai 1940, plus de 2000 chasseurs modernes, auxquels s'ajoute la livraison de plus de 300 Curtiss H-75 américains, soit autour de 2400 monoplaces contre environ 1400 Bf-109 fabriqués par Messerschmitt. Et pourtant, on ne recense en métropole qu'environ 950 chasseurs face à 1016 Allemands. Pourquoi cette incroyable différence entre production et effectifs en escadrille? Si les exportations sont anecdotiques, on stationne comme les chars des chasseurs et dans les colonies. Par ailleurs, 413 chasseurs de première ligne servent à l'instruction, faute d'appareils de transition que l'armée de l'air n'a pas pu ou su se procurer. Comme le souligne l'historien Patrick Facon, plusieurs centaines sont en outre immobilisés par des défauts mineurs liés à un contrôle trop rapide ou même laxiste, ou encore par manque d'éléments essentiels comme la mitrailleuse, le viseur, la radio ou même dans certains cas l'hélice. Et c'est particulièrement grave dans le secteur des moteurs. Faute d'investissement dans les années 1920-1930, faute de participation de la France à la coupe Schneider aux retombées technologiques importantes, les moteurs d'Hispano-Suiza et Gnome et Ron sont médiocres et la politique totalement incohérente. On annule une coopération avec Rolls-Royce pour commander des milliers de moteurs outre-Atlantique. Ça n'a aucun sens. Enfin, et peut-être surtout, l'armée de l'air a grandi à la fois trop vite et pas assez, faute d'évaluer correctement ses besoins, quand le réarmement a été entamé en 1936. Elle n'a pas recruté et formé suffisamment de personnel pour assurer le lien entre les usines et le front, puis entretenir la flotte. En décembre 1939, il manque 25% de mécaniciens, 31% d'électriciens et 31% de pilotes de chasse. Or, à cause d'un système de réserve calamiteux et de l'inadéquation des écoles, les effectifs stagnent entre janvier et mai 40 autour de 154 000 hommes, 2 fois moins que la RAF n'en a pour la seule défense du territoire britannique. Absorbés par les combats de mai et juin, les pilotes ne peuvent à leur grand désespoir chercher des avions modernes. Encore faut-il s'entendre sur ce terme. Le MS-406, dont la production a démarré trop tard faute de mieux, est complètement dépassé. Le MB-152 ne vaut guère mieux et le D-520 ne fait pas jeu égal avec le Bf-109E. On peut toujours closer sur les capacités de leurs successeurs. À quel pilote, à quel mécanicien les aurait-on confiés? D'après l'historien américain Robin Hickman, seuls 37% des chasseurs construits entre novembre 39 et mai 40 sont ainsi réellement mis en ligne. Le chiffre est totalement cohérent avec le triste destin du D520, le meilleur chasseur français.
Le 10 mai 40, 246 ont été fabriqués, mais seulement 79 réceptionnés par l'armée de l'air, 32%, dont 36 seront seulement au front. À la fin du printemps 40, l'industrie française fabrique plus que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En juin, en dépit des pertes, la chasse dispose de 1084 avions, plus qu'en mai, grâce à 600 livraisons. Mais à quoi bon? Le désastre va bien plus loin que le cadre de la production. Il ne suffit pas de sortir ces avions, encore faut-il qu'ils soient bien conçus et surtout intégrés dans les forces. Trop tardif ou pas, l'effort de 1936-1939 aurait eu du mal à profiter à une force mal dimensionnée pour l'absorber. Rien ne prouve que la force aérienne française dans le ciel aurait empêché le désastre. C'est à terre que la bataille s'est jouée. Or là, à l'exception de la DCA, le matériel n'a pas manqué. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Je reviendrai peut-être sur la doctrine française qui était totalement effectivement dépassée et les services secrets français qui ont joué leur rôle d'un autre côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à ciao, bonsoir. PS, n'hésitez pas à vous abonner.